Bonjour tout le monde. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de vous saluer. Ici, je pense que tout le monde a compris que je voulais dire bonjour. Dans certaines régions du monde, on ne dit pas bonjour de la même façon. En France, on se donne la bise. Au Tibet, on va tirer la langue. Et dans certaines tribus d'Afrique de l'Est, on va cracher au pied de notre interlocuteur. Et donc, on n'a pas tous les mêmes codes culturels, comme on peut voir. Mais il y en a qui se ressemblent. Si je refais le premier signe, et je vous dis « hi »,« ni hao »,« hola », vous ne comprenez pas nécessairement ce que je dis, mais parce que vous reconnaissez le signe, vous savez ce que je veux dire. Par contre, si quelqu'un arrive et commence à vous donner des bisous sur les joues, puis vous ne savez pas qu'il veut dire « bonjour », vous allez penser que cette personne-là est un peu trop affectueuse. Si quelqu'un se met à vous faire des grimaces, vous risquez de penser que c'est un comique. Et si quelqu'un vous crache aux pieds, vous risquez d'être insulté. Et donc, on n'a pas tous les mêmes codes culturels, mais il y en a qui se ressemblent et qui reviennent dans chacune des cultures. Peu importe la culture, on a une façon de se dire bonjour. On a aussi la curiosité, cette soif d'apprendre, peu importe qui on est et d'où on vient. Et on a la nourriture. On a tous besoin de manger, on aime tous manger, et la nourriture est préparée différemment d'un endroit à l'autre. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important qu'on prenne une petite seconde et qu'on s'entende sur c'est quoi une culture. Personnellement, j'aime bien la définition de l'écrivain français Armand Faraci. Pour lui, une culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et non par l'héritage génétique et conditionne en grande partie les comportements individuels. Et donc, comme on peut le voir, une culture, c'est pas, on ne va pas naître avec ça. On est le produit de notre environnement. Quand je parle à mes grands-parents, puis ils commencent à me raconter des histoires sur leur jeunesse, et je trouve ça fascinant, mais ça se passe dans un monde que je reconnais plus ou moins. C'est un monde où il y avait deux façons d'avoir du lait. Attendre le laitier ou avoir une vache. C'est un monde où les professeurs, c'était des religieux ou des religieuses. Mais surtout, c'est un monde où on ne mangeait pas de pizza. J'ai rien contre la nourriture traditionnelle québécoise. N'importe quel de mes amis va vous dire que j'adore la tourtière. Mais le monde a tellement plus de saveurs à nous offrir que ça. Mais il y a 50 ans, il y a un événement qui va changer complètement la façon dont les Québécois vont vivre leur vie et qui va révolutionner nos habitudes alimentaires. Cet événement-là, c'est l'Expo 67. L'Expo 67, c'est le moment où le Québec va s'ouvrir au monde. C'est le moment où on découvre des plats comme des tacos, des sushis, puis bien évidemment de la pizza. Pour beaucoup des gens qui vont aller à l'Expo 67, ça va être une des premières fois où ils vont être exposés à une culture qui est différente que la leur. Et c'est pas rien. Et ils vont tellement aimer certaines des affaires auxquelles ils ont été exposés qu'ils vont commencer à les apporter dans leur vie quotidienne, à les adopter dans leur vie quotidienne. Et une de ces affaires-là, qui est très visible aujourd'hui, c'est les habitudes alimentaires. À main levée, combien d'entre vous avez une pizzeria de quartier ou une pizzeria pas trop loin de chez vous? Je pense que tout le monde ici a levé la main. Super. Mais ça prouve à quel point les habitudes alimentaires au Québec ont changé du tout au tout au contact d'une autre culture. Du jour au lendemain, on se met à cuisiner des plats comme des shish taouk, des egg rolls, du spaghetti. Il y a une explosion du nombre de restaurants libanais, italiens, puis chinois à Montréal, puis ensuite dans le reste de la province. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu une diversification aussi intense de nos habitudes alimentaires? C'est simple. C'est parce qu'on a aimé ce qu'on a vu, on a aimé ce qu'on a goûté et on a aimé ce qu'on a ressenti. On a tellement aimé ça que petit à petit, sans vraiment nous en rendre compte, on a commencé à intégrer ces affaires-là dans notre quotidien.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais est-ce que vous commencez à avoir faim? Et donc, il y a 1 an et demi, je suis arrivé à Québec pour étudier à l'Université Laval. Et j'ai choisi de venir vivre en résidence. Pourquoi? Parce que je voulais vivre aux Nations Unies. Je revenais d'un voyage en sac à dos à travers l'Europe et j'avais eu la piqûre de découvrir des nouvelles cultures. Mais j'avais un problème. J'avais pas une scène. Et c'est là qu'entrent en jeu les résidences. Parce que les résidences, c'est un endroit exceptionnel qu'on retrouve nulle part ailleurs à Québec, parce qu'on a 65% des étudiants qui viennent de l'international et on a 75 différentes nationalités qui se côtoient au quotidien. C'est incroyable. Mais je dois dire que quand je suis arrivé là, ça a été un choc. Autant j'étais impatient d'aller à la rencontre de toutes les cultures qui m'entouraient, autant j'avais aucune idée comment les aborder. J'avais vraiment peur de mettre les pieds dans les plats. Mais heureusement, il y avait les cuisines. Oui, je sais, on revient à la bouffe. Dans les cuisines des résidences, un peu la cafétéria des Nations Unies. Et il n'y a personne qui mange à la même heure. Chaque région du monde a son heure. Donc, on va regarder ça ensemble. On commence à 17h par les Québécois. 1 heure après, il y a des Latino-Américains qui arrivent, et quand les Québécois quittent, il y a une gang d'Asiatiques qui rentre. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde ait fini de manger et aille se coucher. Et donc, comme on peut voir, si tu veux découvrir une nouvelle culture, ben, tu changes ton heure de souper. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, une des premières personnes que j'ai rencontrées en résidence, dans les cuisines des résidences, en fait, c'est quelqu'un qui venait, comme moi, de Gatineau. Hein? Bravo les Nations Unies. Et cette personne-là venait de passer la dernière année de sa vie en voyage en sac à dos à travers l'Asie. Et cette journée-là, elle cuisinait un plat de la Mongolie. Je me suis installé à côté, on a commencé à jaser, à cuisiner, puis elle m'expliquait que, en fait, le plat qu'elle cuisinait, c'était à base d'ingrédients qu'on connaît tous et qu'on a tous dans nos cuisines. C'est des patates, des oignons, du gingembre, de l'ail, du sel puis du poivre. On a tout ça, on connaît tous ça. Mais cette personne-là le préparait de façon totalement différente de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et donc, ça donnait un goût qui était complètement différent. Parce qu'une fois qu'on a fini de cuisiner, cette personne-là m'a proposé de goûter à son plat. Évidemment, j'ai accepté. Et la seconde que j'ai pris ma première bouchée, je me suis fait transporter de l'autre côté de la planète. Juste comme ça, j'étais en Mongolie. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la nourriture pourrait être un tremplin super utile et performant pour apprendre à connaître l'autre. Et c'est comme ça que je me suis créé un groupe d'amis, une bulle multiculturelle et internationale depuis que je suis arrivé à Québec. Mais une fois de temps en temps, il m'arrive de sortir de cette bulle-là. Et la réalité, le contraste entre ma réalité et la réalité de l'extérieur, bien honnêtement, ça me frustre. Ça me frustre tellement que j'ai créé le projet l'un l'autre. Ce contraste-là, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte jusqu'à temps que la situation explose. 2 semaines après avoir commencé mon cours sur les terrorismes à l'Université Laval, il y a un événement qui va venir bouleverser notre communauté ici. C'est les attentats à la Grande Mosquée de Québec en janvier 2017. Et dans ce cours-là, notre projet de fin d'année, c'était de créer une campagne de prévention de la radicalisation, qui ensuite allait être mise en place par une équipe de volontaires et qui allait entrer dans une compétition interuniversitaire internationale. Et comme cet événement-là m'a vraiment touché, il n'était pas question que je manque l'opportunité de m'impliquer là-dedans. Ce qui fait que j'ai donné mon nom, et avec mes collègues, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait une petite recherche pour voir quelle serait la meilleure façon de s'impliquer. Et il y a une chose qui nous a vraiment frappé, c'est qu'il y a plusieurs communautés à Québec qui ne se parlent pas, ou presque pas.
Et donc, pour stimuler un dialogue, on a créé en fait une campagne où l'un pourrait apprendre à connaître l'autre, d'où notre nom très original, l'un l'autre. Et comment on s'y prend, en fait, c'est qu'on va interviewer des gens de Québec, donc nos concitoyens, et on va choisir des extraits qu'on va publier sur notre page Facebook. Le but, c'est de stimuler un dialogue, c'est d'apprendre à connaître l'autre, puis en même temps, de découvrir le monde. Et aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que j'ai 2 personnes à vous présenter. Est-ce que ça vous tente de les rencontrer? Yes! Alors, la première personne que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Evelyne. Et Evelyne, pendant son entrevue, elle voulait nous parler d'identité. Et du fait qu'on a tendance, très souvent, inconsciemment, à limiter une personne à une seule facette de sa personnalité. Alors, pendant son entrevue, Evelyne nous a dit ceci. « Je suis une Afropéenne à Québec. Mon identité, elle est à cheval entre l'Europe et l'Afrique. On a tendance à placer l'autre dans un moule préformé, à lui demander de garder seulement une valise. Or, j'en ai une française, une africaine et une québécoise. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas toutes les garder, puisqu'elles font toutes partie de ma personne? » Et en parlant de vivre ensemble et d'inclusion, on a Sheila. Parce que Sheila, pendant son entrevue, voulait nous parler de l'endroit extraordinaire où elle a la chance d'habiter. Elle nous disait ceci. Il y a une belle mosaïque de culture et d'origine dans mon bâtiment. Elle se reflète sur le terrain de jeu. Quand les enfants jouent, c'est comme si le monde se rencontrait. Il y a des Maghrébins, des Latinos et des Québécois qui s'amusent ensemble. Entre eux autres, il n'y a pas de chicane. Personne ne se dit « toi, t'es pas comme moi ». En fait, on dirait qu'ils sont plus fascinés les uns par les autres, même quand ils ne se comprennent pas. Et donc, on dirait que pour les enfants, c'est facile. C'est normal d'aller à la rencontre de l'autre. Mais on dirait que plus on grandit, plus ça devient compliqué. Et c'était mon cas. Quand je suis arrivé à Québec, j'avais vraiment peur de mettre les pieds dans les plats en approchant l'autre. Mais je me suis rapidement rendu compte que je m'en faisais beaucoup trop pour rien. Dans la plupart des cas, tout ce qu'il faut faire, c'est d'approcher l'autre avec un gros sourire puis de dire un beau bonjour. Mais en janvier dernier, la réalité m'a rattrapé. Et aujourd'hui encore, on a une situation qui montre que cette situation-ci est loin d'être réglée. Parce qu'en même temps que je vous parle de vivre ensemble, d'inclusion, puis de multiculturalisme, on a seulement à quelques pas d'ici 2 groupes d'extrême droite qui manifestent devant le Parlement contre le niqab et la Commission contre le racisme systémique. Et pour moi, qui baigne dans une bulle multiculturelle et internationale, une manifestation qui fait la promotion des valeurs de l'exclusion, j'ai bien de la misère avec ça. Et personnellement, je ne peux pas supporter ça. Et donc, pour faire contrepoids à la radicalisation et à l'extrémisme, je vous invite à aller à la rencontre de l'autre. Vous l'avez probablement deviné, ma façon préférée de le faire, c'est avec la nourriture. Mais il existe 1001 façons de le faire. Ça peut être par le sport, par les arts, et bien évidemment, par la page Facebook de l'un l'autre. Pendant ces rencontres-là, vous allez non seulement découvrir un individu extraordinaire devant vous, mais vous allez aussi découvrir une nouvelle culture, une nouvelle partie du monde, mais en plus de ça, vous allez découvrir une nouvelle partie de vous-même, que vous ne soupçonniez même pas. Parce que vraiment, dans le fond, découvrir l'autre, c'est aussi se découvrir soi-même. Merci.